C'était un lundi matin lumineux à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Le soleil s'élevait doucement au-dessus de la ville, projetant une lumière dorée sur les toits. Au palais présidentiel, la garde se tenait droite et vigilante alors que le président Ibrahim Traoré sortait, vêtu simplement d'une chemise brun foncé soignée et d'un pantalon assorti. Il avait l'air calme, mais déterminé. Contrairement aux autres jours remplis de longues réunions et de devoirs officiels, ce jour-là était différent. Le président Traoré avait un plan, qu'il n'avait partagé avec personne, sauf son chauffeur. Il voulait visiter la prison centrale sans prévenir. Pas de presse, pas de médias, pas de préparation, juste lui et sa conscience. « Conduis-moi à la prison », dit-il à son chauffeur. « Je veux voir comment vivent les gens là, bas. Personne ne doit être au courant. » Le chauffeur fut choqué, mais ne posa aucune question. Il hocha la tête et démarra le moteur. Le véhicule présidentiel noir quitta le palais discrètement, escorté seulement de 2 voitures de police banalisées. Environ 40 minutes plus tard, la voiture s'arrêta devant la plus grande prison de la ville, l'établissement correctionnel central de Ouagadougou. C'était un endroit poussiéreux, entouré de hauts murs gris surmontés de fils barbelés. Les gardes à la porte furent confus en voyant qui se trouvait dans la voiture. Le président du pays se tenait à leur portail comme un visiteur ordinaire. « Monsieur le Président », balbutia l'un d'eux en ouvrant rapidement la porte. « Nous n'avions pas été informés. »« Je sais », répondit fermement le président Traoré. « C'est justement pour cela que je suis venu. Faites-moi entrer. » Le directeur de la prison, un petit homme nommé Monsieur Pascal, accourut pour l'accueillir, transpirant abondamment. « Monsieur, si seulement nous avions su, nous aurions préparé votre visite. »« Je ne suis pas venu pour des préparatifs, » dit le président en le dépassant. « Conduisez-moi auprès des prisonniers. Je veux leur parler. » Toujours confus, Pascal obéit. Il guida le président Traoré dans un couloir étroit, rempli d'échos de pas et de bruits lointains de toux, de cris et de tristesse. L'odeur était forte. La poussière, la sueur et le désespoir flottaient dans l'air. Quand le président entra dans le bloc principal de la prison, des centaines de détenus s'arrêtèrent. Certains jouaient aux cartes assis au sol, d'autres étaient allongés, l'air fatigué, quelques-uns priaient en silence. Un à un, ils se levèrent, surpris, confus et émerveillés. Le président les salua humblement, serrant des mains et leur posant des questions. « Depuis combien de temps es-tu ici? De quel crime t'a-t-on accusé? As-tu de la famille ?» La plupart des prisonniers répondirent avec crainte, incertains s'il s'agissait d'un piège ou d'un miracle. Mais le président écoutait patiemment, les yeux dans les yeux de chaque homme, avec bonté et respect. Après 1 heure à passer de cellule en cellule, quelque chose se produisit. Le président remarqua un homme assis tranquillement dans un coin d'une petite cellule sombre. Il ne parlait pas comme les autres. Il ne s'était même pas levé. Sa tête était baissée et son visage fatigué. Il ressemblait à quelqu'un qui avait tout perdu. Le président Traoré s'approcha et s'arrêta devant lui. « Quel est ton nom ?» demanda-t-il. L'homme leva lentement les yeux, rempli de douleur et de tristesse. « Emmanuel » répondit-il doucement. « Depuis combien de temps es-tu ici, Emmanuel ?»« 7 ans, monsieur. »« Quel crime as-tu commis ?» Emmanuel avala difficilement. « Ils ont dit que j'avais volé de l'argent à mon patron, mais ce n'est pas vrai. J'ai travaillé pour lui pendant de nombreuses années. Il m'a accusé parce qu'il voulait me renvoyer et engager son neveu. Je n'avais pas d'avocat. Personne ne m'a cru. Je suis un homme pauvre. » Le président plongea son regard dans celui d'Emmanuel. Quelque chose en lui était différent. Il n'y avait ni haine, ni amertume, seulement une douleur silencieuse. Celle qui vient quand on est abandonné et jugé injustement. « Pourquoi n'as-tu pas fait appel ?»« J'ai essayé, » murmura Emmanuel. « Mais je n'ai pas d'argent. Ma femme m'a quitté. Mes enfants m'ont été enlevés.
Personne n'est venu me voir toutes ces années. Un profond silence envahit la pièce. Les autres prisonniers écoutaient. Même les gardes étaient silencieux. Tout le monde pouvait voir que le président était touché. Le président Traoré resta là un long moment, puis parla enfin. « Je te crois. » Le directeur de la prison poussa un cri de surprise. « J'ai dit que je le crois, » répéta le président. « Et je vais découvrir la vérité. » Se tournant vers les gardes, il donna un ordre. « Apportez-moi son dossier avant la fin de la journée. Je veux chaque détail. Qui l'a arrêté? Qui a jugé l'affaire? Et qui était l'accusateur? Tout. Oui, monsieur, répondirent-ils rapidement. Puis il regarda à nouveau Emmanuel et dit « Ton histoire n'est pas terminée. Je te donne ma parole. » Alors qu'il quittait le bloc de la prison, chaque prisonnier resta silencieux. Quelque chose avait changé dans l'air. L'espoir, longtemps enterré, commençait à renaître. À l'extérieur de la prison, le président dit à son chauffeur « Annule mes rendez-vous d'aujourd'hui. Je vais au ministère de la Justice. »« Mais monsieur, aucune excuse. La vie d'un homme m'attend. » Et sur ces mots, le véhicule noir démarra à nouveau, transportant cette fois non seulement un président, mais une mission de justice. Le président Ibrahim Traoré était assis en silence dans son bureau au ministère de la Justice. Le climatiseur bourdonnait doucement, mais ne pouvait pas refroidir la chaleur qu'il ressentait dans sa poitrine. Le visage d'Emmanuel refusait de quitter son esprit. Ses yeux, fatigués mais honnêtes, le hantaient. Il avait rencontré des milliers de personnes, serré la main de dirigeants du monde entier. Mais il y avait quelque chose de différent chez cet homme. « Amenez-moi le ministre de la Justice », dit-il fermement à son assistant. « Je le veux ici, maintenant. » L'assistant acquiesça et se précipita dehors. Quelques instants plus tard, le ministre de la Justice, Diop, arriva en ajustant nerveusement sa cravate. Il savait que ce n'était pas une réunion ordinaire. Le président avait l'air sérieux. Trop sérieux. « Monsieur le Président, vous m'avez demandé en urgence, » dit-il en essayant de rester calme. « Oui, » répondit Traoré. « J'ai visité la prison centrale de Ouagadougou ce matin. J'ai rencontré un homme nommé Emmanuel. Il est emprisonné depuis 7 ans pour un crime qu'il affirme ne pas avoir commis. » Diop hésita. « Monsieur, les tribunaux l'ont trahi, » coupa Traoré sèchement. « Son affaire doit être rouverte. Je veux savoir qui l'a jugé, qui l'a arrêté, et pourquoi il n'a pas eu d'assistance juridique. Il ne s'agit pas seulement d'Emmanuel. Il s'agit de combien d'autres comme lui souffrent peu être en silence. »« Oui, monsieur, » dit Diop en baissant les yeux. « Je vais personnellement examiner ce dossier. »« Pas seulement toi, » dit Traoré. « Constitue une nouvelle équipe. Des regards indépendants. Pas de politique, pas de jeu. Je veux la vérité et la justice. » En quelques heures, une petite task force composée d'avocats intègres et de défenseurs des droits humains fut formée. Ils commencèrent à fouiller dans le dossier d'Emmanuel. Ce qu'ils découvrirent fut choquant. L'affaire avait été jugée par un magistrat corrompu, renvoyé des années plus tôt, pour avoir accepté des pots de vin. L'employeur d'Emmanuel, un riche homme d'affaires nommé Laurent Guerat, avait utilisé son influence pour accélérer le procès. Aucun avocat n'avait défendu Emmanuel, et la seule preuve contre lui était une déclaration mal rédigée qu'Emmanuel affirmait avoir signée sous la menace. « C'est horrible !» dit l'un des agents. « Cet homme a été piégé. Tout le procès était une mascarade. » Ce soir-là, le président reçut le rapport complet. Il lut chaque ligne attentivement. Lorsqu'il arriva à la fin, il referma lentement le dossier et murmura « Je savais qu'il disait la vérité. » Le lendemain matin, il retourna à la prison, cette fois avec des caméras et des journalistes. La nation regardait, stupéfaite, alors que le président Traoré entrait à nouveau dans la cellule d'Emmanuel, cette fois avec de l'espoir dans les yeux. « Emmanuel, » dit-il chaleureusement, « j'ai lu ton dossier. Non seulement tu as été faussement accusé,
mais tu as été abandonné par un système qui aurait dû te protéger. Je suis désolé. Emmanuel cligna des yeux, confus. Monsieur, tu rentres chez toi, dit le président. Aujourd'hui, des exclamations parcoururent la prison. Emmanuel regarda autour de lui comme s'il rêvait. C'est réel? Demanda-t-il les larmes aux yeux. Oui, c'est réel, répondit Traoré. Tu es un homme libre. Une foule s'était rassemblée devant la prison au moment où Emmanuel en sortit. Il paraissait plus mince, plus vieux et incertain. Il ne tenait aucun sac. Il n'avait rien. Mais le soleil qui brillait sur son visage ce jour-là n'était pas le même que celui sous lequel il était entré en prison 7 ans plus tôt. Les journalistes se précipitèrent vers lui. « Comment vous sentez-vous, monsieur? Que ferez-vous maintenant ?» Emmanuel baissa les yeux vers ses mains, puis leva les yeux vers le ciel. « Je ne sais pas, » dit-il doucement. « Je n'ai pas de famille, pas de maison, pas de travail, mais j'ai de l'espoir. C'est suffisant pour l'instant. » Le président Traoré posa une main sur son épaule. « Tu n'es pas seul. » Il fit monter Emmanuel dans sa voiture officielle et le conduisit à la résidence présidentielle. Pour la première fois depuis des années, Emmanuel se lava avec de l'eau propre, mangea de la vraie nourriture et dormit sur un lit moelleux. Le lendemain, le président Traoré l'invita au palais. « Je veux tout entendre, » dit-il. « Ton enfance, ton travail, tes rêves. » Emmanuel lui raconta son enfance dans un petit village, comment il avait travaillé dur comme commis, comment il s'était marié jeune, et comment tout s'était effondré lorsqu'il avait été arrêté. « Je voulais devenir enseignant, » dit-il. Mais la vie en a décidé autrement. Le président hocha la tête. « Eh bien, la vie a encore changé, et cette fois, c'est toi qui es aux commandes. » Emmanuel esquissa un léger sourire. Le premier vrai sourire depuis des années. Cet après-midi-là, le président Traoré convoqua une conférence de presse. Il se tint devant les caméras et déclara « Aujourd'hui, nous corrigeons une erreur, mais cela ne concerne pas qu'un seul homme. Nous devons réparer un système brisé. Aucun citoyen ne devrait souffrir en silence. Je ne me reposerai pas tant que notre système judiciaire ne protégera pas les innocents et ne punira pas les coupables équitablement. » Il se tourna vers Emmanuel, qui se tenait à ses côtés dans des vêtements empruntés, les mains tremblantes. « Voici Emmanuel. Ce n'est pas un criminel. C'est un survivant, et il fait désormais partie d'un nouveau groupe de travail pour nous aider à enquêter sur d'autres emprisonnements injustifiés à travers le pays. » La foule éclata en applaudissements. Les yeux d'Emmanuel se remplirent de larmes à nouveau. Mais cette fois, c'étaient des larmes d'espoir. Et ainsi, un homme oublié par le monde devint un symbole de justice et de changement au Burkina Faso. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans tout le pays. Chaque journal, station de radio et chaîne de télévision afficha le même titre: « Le président Traoré libère un innocent après une visite surprise en prison. » Mais pour le président Ibrahim Traoré, la libération d'Emmanuel n'était que le début. « Lancez un audit national, » dit-il au ministre Diop le lendemain matin. « Je veux les dossiers de chaque prisonnier ayant purgé plus de 5 ans, surtout ceux sans soutien juridique. »« Oui, monsieur, » répondit Diop, visiblement débordé. « C'est une tâche immense. »« Alors, il faut commencer dès maintenant, » répliqua Traoré. « Une seule personne innocente en prison, c'est une de trop. » Pendant ce temps, Emmanuel commençait à s'installer dans la résidence d'invité présidentiel, mais il ne se sentait pas comme un invité. Il se sentait comme un étranger, dans un monde nouveau. Tout avait changé pendant son incarcération. Les routes étaient différentes. La technologie avait progressé. Les gens parlaient plus vite. La vie dehors était plus bruyante, plus rapide, plus déroutante. Un soir, il était assis dans le jardin derrière la maison d'hôte, regardant le coucher du soleil. Un jeune assistant nommé Joseph s'approcha et lui tendit un petit carnet avec un stylo.
Le président a pensé que vous aimeriez peu écrire votre histoire, dit Joseph. Emmanuel acquiesça lentement, puis ouvrit le carnet. Sur la première page, il écrivit « 7 ans de silence ». Puis, il resta longtemps à fixer ses mots. Le lendemain, le président Traoré invita Emmanuel à une réunion spéciale au ministère de la Justice. Autour de la grande table étaient réunis des avocats de haut rang, des responsables pénitentiaires et quelques représentants d'organisations de défense des droits humains. Aujourd'hui, commença le président, nous allons écouter ceux qu'on n'entend jamais. Il se tourna vers Emmanuel. Parlez, je vous en prie. Ils doivent entendre votre histoire. Emmanuel se leva lentement. Il regarda autour de la pièce et prit une profonde inspiration. J'avais 28 ans quand j'ai été arrêté. J'ai été accusé par l'homme que j'avais servi pendant 8 ans. Personne ne m'a demandé ma version. J'ai été battu. On m'a forcé à signer des aveux que je n'avais pas écrits. Au procès, j'étais seul. Le juge ne m'a posé aucune question. Il a simplement lu les accusations et m'a déclaré coupable. J'ai été condamné à 15 ans de prison. Il s'arrêta, la voix tremblante. En prison, j'ai tout perdu. Ma femme m'a envoyé les papiers du divorce. Mes enfants ont cessé d'écrire. Mes amis ont disparu. J'ai essayé de rester fort. Mais chaque jour ressemblait à une mort lente. La salle était silencieuse. Même les plus hauts responsables n'osaient le regarder dans les yeux. Je ne suis pas ici pour accuser, poursuivit Emmanuel. Je suis ici pour demander combien d'autres sont comme moi. Qui parlera pour eux? Le président Traoré applaudit, et bientôt tout le monde l'imita. Pas parce qu'on leur avait demandé, mais parce qu'ils étaient émus. À partir de ce moment, Emmanuel devint plus qu'un symbole. Il devint une voix. Le président le nomma à la tête d'un nouveau comité, la commission de révision judiciaire. Leur mission était de parcourir le pays, visiter les prisons, écouter les détenus et retrouver d'autres innocents oubliés par le système. Leur première destination fut une prison à Bobo-Dioulasso. Elle était plus petite que celle de Ouagadougou, mais tout aussi surpeuplée. Emmanuel, désormais vêtu d'une chemise blanche avec un badge où l'on lisait « Justice pour tous », franchit les portes avec assurance. À l'intérieur, il rencontra un homme nommé Isidore, incarcéré depuis 12 ans. Motif: vol à main armée. Mais il n'y avait ni témoin, ni empreinte, et l'arme n'avait jamais été retrouvée. « Pourquoi es-tu toujours ici ?» demanda Emmanuel avec douceur. Isidore leva les yeux, en larmes. « Parce que je n'ai personne, et que personne ne me croit. Moi, je te crois, » répondit Emmanuel, de la même façon que le président Traoré l'avait fait pour lui. « Et je vais t'aider. » De retour dans la capitale, le président Traoré travaillait plus dur que jamais. Il rencontra des juges, des responsables de la police et des experts juridiques. Il lança des programmes de formation pour mieux faire comprendre les droits humains aux policiers. Il déclara aux juges que les affaires expédiées sans preuves sérieuses ne seraient plus tolérées. « Ce n'est pas une faveur », leur dit-il. « C'est un devoir. » Dans les semaines qui suivirent, l'équipe d'Emmanuel découvrit 27 autres prisonniers sans preuves solides contre eux. Certains n'avaient même pas de dossier. D'autres avaient déjà purgé leur peine, mais n'avaient jamais été libérés à cause d'erreurs administratives. Le président Traoré prit des mesures pour chaque cas. Il signa des ordres de libération, il approuva de nouveaux procès, il compensa les personnes emprisonnées à tort, le pays observait, stupéfait. Jamais auparavant un dirigeant ne s'était autant impliqué dans la vie des citoyens ordinaires, surtout ceux enfermés derrière les barreaux. Mais tout le monde n'était pas satisfait. Certains hommes puissants qui contrôlaient autrefois le système judiciaire commencèrent à se plaindre. « Le président nous fait passer pour des idiots », murmurait-il derrière des portes closes. « Il va trop loin. » Il ne savait pas que le président Traoré n'avait pas peur.
Il s'était fait une promesse à lui-même et à Emmanuel. Il ne s'arrêterait pas tant que la justice n'atteindrait pas les coins les plus reculés de la nation. Un soir, lors d'une interview à la télévision nationale, l'animateur lui demanda « Pourquoi avez-vous pris cela si personnellement, monsieur ?» Le président sourit. « Parce que la justice ne devrait jamais être un privilège réservé aux riches. Elle doit être un droit pour chaque citoyen, riche ou pauvre, instruit ou non, libre ou en prison. » Emmanuel m'a rappelé que le leadership ne concerne pas le pouvoir. Il concerne les gens. Cette réponse fit la une des journaux le lendemain matin. Le leadership, c'est les gens. Le président Traoré parle de la réforme de la justice. De toutes les régions, les gens commencèrent à écrire des lettres au président pour le remercier. Certains partageaient leurs propres histoires, d'autres demandaient de l'aide, et certains écrivaient simplement « Merci de nous avoir écoutés ». Mais le voyage n'était pas terminé. Dans un petit village près de Kaya, une femme écrivit une lettre. Elle était courte, mais puissante. « Mon fils a été arrêté par erreur. Il est en prison depuis 9 ans. Aidez-nous, s'il vous plaît. » La lettre arriva sur le bureau du président Traoré, juste au moment où il terminait la lecture du carnet d'Emmanuel. Il referma le livre et murmura. Ce n'est que le début. La brise matinale de Ouagadougou portait un étrange mélange d'espoir et de tension. Au palais présidentiel, le président Ibrahim Traoré était assis à son bureau, tenant la lettre manuscrite de la femme de Kaya. Ces mots étaient simples, mais lourds de sens. Mon fils a été arrêté par erreur. Il est en prison depuis 9 ans. Aidez-nous, s'il vous plaît. Il se tourna vers son assistant. Préparez une visite à Kaya. Dites à Emmanuel de m'accompagner. En quelques heures, un convoi quitta la capitale en direction du nord-est, vers le village poussiéreux. La route était longue et difficile, mais le président Traoré ne se plaignit pas. Emmanuel était assis tranquillement à côté de lui, tenant un petit carnet et un stylo. Depuis sa libération, il avait pris l'habitude de noter chaque affaire rencontrée. « Je me demande combien d'autres lettres comme celle-ci nous recevrons », dit Emmanuel. Le président acquiesça. « Tant que la justice ne vit pas dans chaque foyer, nous continuons d'avancer. » En fin d'après-midi, ils arrivèrent à Kaya. Le village était pauvre et calme, l'air sentait l'herbe sèche et la fumée de bois. Les enfants arrêtèrent de jouer lorsqu'ils virent les voitures noires. Les femmes jetèrent un œil depuis leur case, se demandant ce qui amenait le président du pays dans leur humble communauté. Une vieille femme s'avança lentement. Elle était pieds nus, vêtue d'un pagne et d'un chemisier délavé. Ses yeux étaient gonflés d'avoir trop pleuré. Mais elle réussit à faire une petite révérence. « Bienvenue, monsieur le président », dit-elle, les mains tremblantes. « C'est moi qui ai écrit la lettre. » Le président Traoré s'approcha d'elle et prit ses mains dans les siennes. « Merci d'avoir écrit. Dites-moi tout. » La femme, nommée Mama Florence, raconta l'histoire de son fils unique, Jacob. Il n'avait que 19 ans lorsqu'il fut arrêté. Une boutique du quartier avait été cambriolée, et Jacob rentrait du travail à ce moment-là. Comme il n'avait pas de pièce d'identité et semblait nerveux, la police l'avait arrêté. En 2 jours, il avait été envoyé en prison. Sans procès, sans preuve, sans avocat. « Je suis allé plusieurs fois au commissariat », pleura Mama Florence. « On m'a dit que l'affaire était classée. J'ai vendu mes chèvres pour payer le transport jusqu'à la ville, pour le chercher. Mais j'étais trop pauvre. J'ai abandonné. J'ai prié à la place. » Emmanuel nota chaque mot dans son carnet. Le président posa une main sur l'épaule de la vieille dame. « Vous avez bien fait de m'écrire, Jacob. » Le convoi partit immédiatement pour la prison régionale de Kaya. C'était un petit bâtiment délabré, entouré d'une clôture rouillée. Le personnel pénitentiaire ne s'attendait pas à des visiteurs, encore moins à la visite du président du pays. « Apportez-moi le dossier de Jacob », ordonna le président. Le gardien grattait sa tête. « Monsieur,
Nous n'avons pas de dossier pour un Jacob. Comment ça? Demanda Emmanuel. Certains prisonniers n'ont jamais été correctement enregistrés, admit l'officier. Nous gardons seulement des registres papier. Certains ont disparu. Le visage du président Traoré se durcit. Montrez-moi le registre. Ils apportèrent un vieux livre brun, ses pages déchirées et tachées. Après avoir soigneusement feuilleté, Emmanuel trouva une entrée. Jacob F., arrêté pour suspicion de vol. Pas de date de libération, pas de date de procès, pas de signature, pas de suite, murmura Emmanuel. Il a été enterré vivant ici. Le président se leva brusquement. Conduisez-moi à lui. Ils furent guidés à travers des couloirs sombres et des portes étroites jusqu'à une petite cellule dans un coin reculé. À l'intérieur, un homme était assis par terre. Le dos contre le mur, la barbe épaisse, les cheveux en bataille. Il leva lentement les yeux quand ils entrèrent, ses yeux s'adaptant à la lumière. « Jacob !» dit le président. L'homme cligna des yeux. « Oui, je suis le président Ibrahim Traoré. Nous sommes venus pour toi. » Jacob resta figé, incrédule. « Moi ? Oui. Ta mère m'a écrit. » Au début, Jacob ne bougea pas. Ses lèvres tremblaient. Puis des larmes roulèrent sur ses joues. Il n'avait pas entendu la voix de sa mère, ni vu la lumière du jour correctement depuis 9 ans. Il avait perdu espoir. « S'il vous plaît, dit-il doucement. Ne me mentez pas. »« Je ne mens pas, répondit Traoré. Tu rentres chez toi. » Ils le firent sortir de la cellule. Tous les prisonniers qu'ils croisèrent regardaient avec étonnement. Ce n'est pas tous les jours qu'un homme oublié est sauvé par le président lui-même. Aux grilles, Mama Florence attendait. Quand Jacob la vit, il s'arrêta net. « Mama !» murmura-t-il. « Mon fils !» cria-t-elle en courant dans ses bras. « Je savais que tu étais vivant. Je le savais. » Ils pleurèrent ensemble, et même les gardiens essuyèrent leurs yeux. Emmanuel restait proche, tenant fermement son carnet. C'était une autre histoire, une autre vie sauvée du silence. Le président Traoré a convoqué une conférence de presse directement à Kaya. Il a brandi l'ancien carnet de Jacob en l'air et a déclaré « Ceci n'est pas la justice. C'est un échec. Cela ne peut pas continuer. » Il a immédiatement annoncé une nouvelle loi. Chaque prisonnier doit être réexaminé dans un délai de 6 mois. Personne ne peut être détenu sans dossier approprié. Chaque région doit numériser ses fichiers dans l'année. Tout officier reconnu coupable de détenir des innocents sera enquêté et puni. La foule a applaudi. L'espoir renaissait. Sur le chemin du retour vers la capitale, Emmanuel se tourna vers le président. « Comment avons-nous laissé cela se produire aussi longtemps ? Nous avons cessé d'écouter, » répondit Traoré. « C'est le danger du pouvoir. On commence à n'entendre que les voix fortes et à oublier les silencieux. » Emmanuel acquiesça et ouvrit son carnet. En haut d'une page blanche, il écrivit « La justice ne se donne pas. Elle se mérite et se protège. » Le lendemain, Jacob reçut de nouveaux vêtements, un rasage propre et un repas chaud. De sourire. Le président lui offrit une bourse pour retourner à l'école et proposa à sa mère une nouvelle maison à Kaya. Alors que le soleil se couchait sur la capitale, le président Traoré regardait une pile croissante de lettres sur son bureau. D'autres voix, d'autres appels à la justice. Et il savait que son travail ne faisait que commencer. Chers spectateurs, si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimez ce que fait le président Traoré, écrivez en commentaire « Je t'aime Traoré ». N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner, liker, partager avec vos amis et activer la cloche de notification pour être les premiers informés de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé.